S'il vous plaît, monsieur, dépêchez-vous, dit-elle comme elle l'avait déjà répété plusieurs fois ce jour-là, avec une insistance terrifiante, son accent si rural. Elle allongeait certaines syllabes. En comparaison, ma voix semblait totalement dépourvue de mélodie. Tel un serpent, elle me guidait à travers la forêt. Ses petites bottes en cuir laissaient à peine de traces sur la neige gelée, comme si elle était un esprit de la forêt, un être éthéré et surnaturel. Enveloppée dans sa cape sombre, elle se fondait dans l'ombre du crépuscule qui avançait lentement. Avec ses petites mains, elle serrait le foulard contre sa tête, ce qui rendait sa silhouette humaine encore plus floue. Et pour moi, il devenait de plus en plus difficile de suivre son rythme. L'air glacial me faisait halter. Je trébuchais, accablé par le poids de l'équipement. Le voyage semblait interminable. Je ne comprenais pas comment elle pouvait s'orienter dans ces lieux, comment elle savait dans quelle direction aller. Les rayons du soleil se cachaient derrière la muraille impénétrable des arbres. Pourtant, elle avançait avec assurance, et avec le même rythme constant. Je parvenais à peine à vérifier ma direction de temps à autre, utilisant une boussole en cuivre attachée à mon poignet gauche. Les ombres, déjà profondes, s'allongeaient, la température chutait, et l'environnement me vidait lentement de ma force. La nuit approchait. Pour atteindre son village, il fallait normalement suivre le fleuve, à contre-courant. Mais il était gelé, recouvert de vastes monticules de neige, ce qui rendait encore plus difficile le passage. Le seul chemin viable était donc à travers la forêt, tendu et dangereux. Je savais que je ne tiendrais pas longtemps ainsi, que mes forces se vidaient peu à peu, et les ombres s'allongeaient encore plus. « Arrêtez un moment !» criai-je entre deux halètements, me soutenant contre un arbre imposant. Sous mes gants en cuir, je sentais la surface rugueuse de l'écorce froide. Je ne pris même pas la peine de vérifier si elle m'avait entendu. Je jetai le sac en cuir dans la neige et pris plusieurs grandes inspirations. Je luttai un moment avec les boutons, mes doigts engourdis, avant de pouvoir sortir une fiole en verre remplie à ras-bord d'un liquide violet. Avec mes dents, j'ouvris le bouchon et pris une petite gorgée. C'était amer. Cependant, presque immédiatement, je sentis la fatigue se dissiper de mon corps. Elle était remplacée par un étrange état maniaque qui me permettait de parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres sans m'arrêter. La chaleur revint dans mes extrémités. Ce n'est que lorsque je nettoyais soigneusement la fiole que je remarquai que Ziva me regardait fixement. Ses yeux verts semblaient se briller d'une lumière intérieure oubliée. Je lui rendis son regard et désignai la fiole avec le bouchon. Elle recula d'un pas, comme si cela l'avait brûlée. Je ne pus m'empêcher de sourire. Pauvre fille naïve. « Il faut qu'on parte, monsieur », murmura-t-elle presque, et je remarquai comment ses mains fines et fragiles tremblaient alors qu'elle tenait à la cape. Je hochai la tête, et je remis le sac sur mon dos. Tout était devenu beaucoup plus léger, tout était beaucoup plus facile. Je suivis la jeune fille sans difficulté, car la potion avait fait effet en moi. Je ne m'enfonçais plus dans la neige, je la traversais d'une manière anormalement légère. Nous arrivâmes au village avec les derniers rayons du soleil. Alors que la nuit commençait à s'emparer du monde, les bruits moqueurs des créatures nocturnes résonnaient dans la forêt, nous faisant comprendre que nous n'avions plus rien à faire ici. C'était leur moment. Le temps des loups et des ours. J'étais épuisé, tant physiquement que mentalement, terriblement affamé. Notre arrivée ne passa pas inaperçue. Je demandai à Ziva de me conduire à la seule taverne du village. Puis elle me laissa et s'enfuit à la recherche de quelqu'un d'autorisé dans le village. Dès que je m'assis sur le banc de bois brut, je demandai à manger et une bière maison dans une chope en bois. Et les gens commencèrent à se rassembler autour de moi. Mais personne ne prononça un mot. Mieux encore, un cercle se forma autour de moi, composé de paysans barbus et apeurés. Tous des hommes, tous vêtus de capes semblables à celles de Ziva. Certains d'entre eux dissimulaient maladroitement des haches et des couteaux longs sous leurs vêtements. Et si c'était un piège, s'ils le voulaient, ils pouvaient me tuer. Je n'aurais pas le temps de sortir une seule de mes potions, et les balles de mon revolver ne suffiraient pas pour tous, ils pourraient devenir fous. De ces villages, on écrivait des livres, et comment ces villages, à la fin, finissèrent par être effacés de la carte. Ils me regardaient tandis que je mangeais un bol de gruau avec de la viande fumée, et je l'accompagnais de la bière maison épaisse. Ils murmuraient entre eux, mais personne ne s'adressait directement à moi, ce qui, d'une certaine manière, était agréable, car j'avais besoin de reprendre des forces après la potion et la marche épuisante. Au moins, j'essayais de leur hocher la tête, mais je ne récoltais que davantage de regards gênés. Peut-être m'évaluait-il, l'homme venu les libérer d'un fantôme. Je me demandais ce qu'il pouvait me déduire. 1,70 m, lunettes à monture dorée, corps mince, mais avec tendance à prendre du poids. Je n'avais même pas encore 30 ans. Je n'étais définitivement pas ce tueur de 1,80 m avec des cicatrices, capable de combattre un loup-garou. Mais ils ne semblaient pas vraiment déçus, ou du moins, la plupart d'entre eux. Il y avait plutôt un certain respect, peut-être à cause du long revolver qui dépassait de son étui à ma hanche gauche,
Je doute qu'ils aient déjà vu un tel objet. Ils le regardaient presque avec vénération. Et ils ne le reverraient probablement plus, à moins qu'un autre comme moi ne vienne ici. Mais tout le monde savait ce qu'était cette arme, par les contes et les histoires. Monsieur, soudainement on m'interpella depuis la porte de la taverne. Un homme d'une 50aine d'années entra, visiblement pressé de revêtir un vêtement festif, qui devait sûrement lui causer bien du froid extérieur. Ses cheveux gris tombaient sur son front, son visage était marqué de rides et de quelques cicatrices. Son œil gauche était couvert d'un cache-œil en cuir, mais l'œil droit me fixait avec une grande attention. « Vladlen, à votre service, je suis en charge de ce village, cher monsieur. Merci d'être venu. » Son accent était le même que celui de Ziva. Il sonnait étrange à mes oreilles, mais très sympathique. « C'est mon devoir, » répondis-je en indiquant le banc devant moi. « Asseyez-vous, prenez une bière avec moi, et que Ziva se joigne aussi. Je veux savoir exactement ce qui se passe ici. Et s'il vous plaît, cette fois, ne négligez aucun détail. » La jeune fille semblait un peu mal à l'aise, étant la seule femme dans la salle. Cependant, après une brève hésitation, elle obéit, et avec elle, bien sûr, Vladlen. Je pris un peu plus de bière, ce n'était pas mauvais, cela avait un goût agréable et remplissait l'estomac, avec un fort goût de malt, un peu inhabituel. Le vieil homme du village me sortit de mes pensées sur la mousse de la bière lorsqu'il prit une grande inspiration et commença à raconter, lentement et prudemment, comme s'il essayait de se rappeler chaque détail. Eh bien, au début, on ne reliait pas tout cela. Quand ça a commencé, il ne faisait pas encore froid. On coupait des arbres dans la forêt. On les préparait toujours pour le printemps, quand le fleuve monte et qu'on peut facilement les envoyer en aval vers la vallée. Son discours était ponctué de pauses et de suspensions. De temps en temps, il s'arrêtait, buvait ou réfléchissait. Pendant ce temps, les autres villageois hochaient en la tête. Les hommes du baron nous attendaient toujours là-bas, et ce jour-là, le fils de Léjov nous a aidés. Dusan. Puis il se tut. Il semblait ne pas savoir comment continuer, et le villageois dont le fils était mentionné avait une expression comme si une vision répugnante revenait dans son esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me tournai vers Ziva, qui baissa le regard. Elle ne répondit pas. On l'a trouvé une semaine après, dit Vladlen. Ou du moins, ce qu'il en restait. On l'a trouvé à mi-chemin dans la forêt. On pensait que c'était un ours. Ça arrive parfois, quand quelqu'un n'est pas assez prudent. Ici, parfois, c'est dangereux. En disant cela, il désigna le bandage sur sa tête pour souligner ses paroles. « Qui l'a trouvé ?» demandai-je. Et je sortis de mon sac un grand carnet relié en cuir dans lequel je commençai à prendre des notes avec une plume en os de bœuf. J'avais besoin de savoir autant que possible et de ne manquer aucun détail. Même ces actions, assez ordinaires pour moi, suscitèrent une nouvelle série de regards stupéfaits et de chuchotements parmi les villageois. Je crois que j'avais gagné quelques points. « Mon frère » murmura Ziva si bas que je l'entendis à peine. Peut-être cela expliquait-il pourquoi elle avait été si réservée pendant notre traversée de la forêt. « On l'a aussi retrouvé mort quelque temps après », dit un des villageois. Son regard était dur, presque défiant, il montrait presque aucun respect. Mais déjà, il avait commencé à se comporter de manière étrange. On pensait que c'était à cause de ce qui était arrivé au garçon. Mais Mladan n'a tué personne, s'écria Ziva avec colère. Elle semblait prête à se jeter sur l'homme grand. Mais Vladlen la retint et poursuivit le récit. Heureusement, car je ne pus m'empêcher de remarquer que le villageois semblait vouloir sortir quelque chose de son manteau. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et personne ne le blâme. Mais on a tous vu ce qu'on a vu, dit-il à la jeune fille. Puis, il se tourna vers moi. On a trouvé Mladan dans un ravin profond. Il était très blessé. À ce moment-là, on a pensé que c'était juste un accident. Il partait souvent chasser, et en automne, la forêt est traître. Peut-être qu'il avait l'air un peu étrange, mais quel cadavre ne l'est pas? Il soupira et désigna l'homme qui avait parlé précédemment. Puis Mara, la fille de Goran, a disparu. La première neige était déjà tombée. Elle n'avait pas encore 9 hivers. Elle ne rentra pas chez elle le soir. Le matin suivant, nous sommes partis à sa recherche, avec des chiens de chasse qui ont rapidement suivi sa piste, profondément dans la forêt, mais ils nous ont ramenés au village. Au début, nous avons pensé qu'ils étaient désorientés, mais ils nous ont menés directement à la tombe de Mladan. Autour, il y avait des traces de griffes, des traces de sang sec. Lorsque nous avons déterré la tombe, nous avons trouvé des marques de griffes sur le cercueil, et 2 cadavres à l'intérieur. Vladlen fit une nouvelle pause et prit plusieurs bouffées d'air. Goran semblait retenir ses larmes de toutes ses forces, et sans quitter Ziva des yeux, il continuait à serrer quelque chose sous sa cape. Cependant, avant que quelque chose ne se produise, le vieil homme reprit son récit. La petite était défigurée. Mladan, quelque chose lui avait arraché les 2 yeux, et son corps portait de terribles blessures. On l'a reconnu seulement grâce à la couleur de ses cheveux. Il y avait du sang partout, une quantité terrible de sang.
Le cadavre de Mladen semblait comme si le temps ne l'avait pas affecté, jusqu'à ce que nous remarquions ses dents. Ce n'étaient pas des dents humaines, mais de longs crocs de loup et des restes de viande entre eux. Nous avons brûlé les 2 corps, et ce qu'il en restait, nous l'avons jeté dans la rivière par une ouverture dans la glace. Et nous avons pensé que tout était fini, jusqu'à ce qu'une autre petite disparaisse, il y a 1 semaine, Mona. C'est alors que nous vous avons envoyé chercher. Aucun de nous ne peut affronter une telle force. Mon frère... Ziva s'arrêta avec un geste de la main, et regarda les 2 pages jaunies de mon carnet, remplies de mes notes. L'encre séchée était à peine visible sous la lumière tamisée de la taverne. « Je découvrirai ce qui s'est passé ici, » dis-je calmement. « Je saurai ce qui se passe. Et qui est responsable? Et le corps de Mona, l'avez-vous trouvé ?»« Non, monsieur, » dit un des villageois. « Nous avons cherché partout, même moi j'ai exploré les grottes alentour. C'est un véritable mystère ce que le loup-garou a fait. »« Avez-vous broyé les os et les avez-vous mélangés avec du sel ?» demandai-je à nouveau. Et cette fois, personne ne répondit. Pourtant, leurs regards suffirent à comprendre qu'ils ne l'avaient pas fait, et que les squelettes brûlés n'avaient été poussés sous la glace que plus tard. Peut-être qu'ils n'ont même pas attendu que les corps se consument complètement. Peut-être avaient-ils peur de l'odeur de la chair brûlée et en décomposition. Je parcourus les visages du regard, tous les villageois me fixaient. Il n'y avait plus cette certitude dans leurs yeux. Je dois voir les corps. Mais ils ont été brûlés, en particulier celui du frère de Ziva, s'il s'agissait vraiment d'un loup-garou. Il me faut ne serait-ce qu'une goutte de son sang. Si c'était un loup-garou, comment a-t-il pu mourir en tombant d'une falaise? Et pourquoi ne tuait-il que des enfants? Aucune des armes des villageois n'aurait pu lui faire de mal. Mais il y avait trop de monde impliqué pour que cela soit une supercherie, et chacun aurait dû jouer son rôle à la perfection. Trop de questions, trop peu de réponses. Je devais consulter les livres que j'avais apportés avec moi. J'avais aussi interrogé les parents des enfants tués. Mais je n'avais rien appris de nouveau. Personne n'avait rien vu. Évidemment. Un certain temps après, je me retrouvais allongé sous des pots dans une petite chambre bien chauffée. C'était une partie de la taverne, et selon ce qu'on m'avait dit, destinée aux visiteurs comme moi. Le lit était propre, sans puce. À la lumière d'une bougie, je lisais de vieux livres que j'avais apportés avec moi, lorsqu'un timide coup frappé à la porte se fit entendre. Minuit. Par précaution, je portais ma main à mon revolver. S'il existait la moindre possibilité que le loup-garou soit encore en liberté, je devais être prêt. C'était Ziva. D'un geste, je l'invitai à entrer et à s'asseoir sur le lit. Elle portait seulement une simple chemise. Ses cheveux étaient tressés en 2 longues nattes. Ce n'est qu'à ce moment-là que je pus finalement deviner son âge. Elle n'avait pas plus de 16 ans. Elle remarqua le livre relié en cuir que je lisais et le fixa avec une évidente vénération. « Vous m'avez dit que mon frère était innocent? Qu'il n'aurait pas pu faire ça ?» murmura-t-elle. Il était évident que c'était la raison de sa visite. Je fermai la porte et secouai la tête. « Pour cela, je dois voir son corps, » répondis-je. « Alors, à quoi servent-ils » murmura-t-elle, peut-être un peu déçue. « On a dit que cela aurait pu être lui, » dis-je, peut-être avec un peu de rudesse. « On m'a dit qu'avec cette malédiction, il aurait pu survivre à tout ce qui lui est arrivé, qu'il aurait pu s'endormir, survivre au feu, se régénérer, qu'il pourrait encore être là, piégé à jamais dans une forme perverse, revenant uniquement pour se venger. Non, ne détourne pas les yeux. » Je pris sa main. Et je vis comment les larmes commençaient à briller dans ses yeux. « Je sais qu'il ne l'a pas fait, » murmura-t-elle. « Il n'aurait jamais pu faire ça. Au début, je voulais tout vous raconter en chemin, mais je n'ai pas pu. Il n'aurait pas pu faire ça. Il a toujours été très bien, le meilleur garçon du village, tout le monde disait ça. Demain, nous irons sur sa tombe, et à l'endroit où les enfants ont disparu. Alors je pourrais te dire plus. » Répondis-je, serrant doucement sa main. Elle frissonna, comme si mon toucher l'avait brûlée. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle remarqua qu'elle tenait ma main. Elle me regarda avec une étrange détermination dans les yeux. Elle se leva du lit, se plaça directement devant moi. « Promettez-moi que vous convaincrez les autres que ce n'était pas lui, et je ferai tout ce que vous voudrez, si vous êtes intéressé par moi, cher monsieur. » Je compris ce qu'elle voulait dire. Elle était désespérée, belle, avec cette simplicité de beauté typique des villages. Les larmes brillaient dans ses yeux. Le changement soudain me fit presque peur. J'avais plusieurs options. Je pourrais lui promettre tout ce qu'elle voulait pour obtenir son corps. Puis ne pas tenir ma promesse, si son frère était en vie. Mais risquerais-je une lame dans les côtes, ou je pourrais simplement la repousser immédiatement, mais je perdrais les plaisirs que son corps pourrait offrir. En réalité, profitant de ma position, je pourrais l'emporter contre sa volonté. Ne lui promettre rien, lui ordonner de se coucher avec moi. Mais ce qui m'attira le plus, c'était l'option d'attendre, la laisser partir, en lui disant quelques mots. Et si son frère s'avérait ne jamais avoir été ce monstre, alors lui rappeler sa promesse. Cette possibilité me semblait la plus attrayante.
Alors je la laissais partir étudier un peu plus les livres et aller me coucher. Je cachais le revolver sous l'oreiller. Le matin suivant, peu après l'aube hivernale, je me trouvais aux côtés du vieux Vladlen et de la jeune Ziva, devant la tombe ouverte de son frère. Elle ne montra aucun signe d'avoir réfléchi à l'offre qu'elle m'avait faite la veille. Quelques villageois nous observaient de loin, mais personne ne s'approchait trop. Il y avait des traces de sang gelées partout. J'en ramassai quelques gouttes, mais quelque chose me disait qu'elles appartenaient uniquement à la fille de Goran. Mais c'était tout ce que je pouvais lire. Tout cela s'était passé trop longtemps auparavant. Je regardais pensivement le profond trou dans la terre, sous la pierre tombale brisée, perdu dans mes réflexions. Mes genoux enfoncés dans la neige, tandis que le vent froid me traversait. La forêt était toute proche. Des bruits étranges et incompréhensibles en émanaient. C'était hostile. Finalement, je compris que je n'allais rien découvrir de plus. Nous avions déjà inspecté les endroits où les enfants avaient disparu, où on les avait vus pour la dernière fois. Rien. Désolé et vide. Toutes les pistes s'étaient reperdues avec le temps ou avaient été effacées par les villageois dans leur tentative d'éradiquer le mal par le feu. Et je ne ressentais rien, seulement de vagues insinuations. De plus, je n'avais trouvé aucune trace de la petite disparue ni de son corps. Et il semblait que même les villageois, y compris ses parents, avaient déjà accepté qu'elle était morte, et qu'ils ne retrouveraient en son corps qu'au printemps, quand la neige fondrait. Car il était quelque part profondément sous la neige. Pauvre Mona. J'ai entendu dire qu'elle n'avait même pas encore 10 ans. Il n'y avait qu'une seule manière de m'approcher un peu de la vérité. Je mis la main dans ma poche et en sortis une petite bouteille remplie d'un liquide vert et épais. Je la tenais contre la lumière. Le jour n'était pas nuageux, elle ne s'était pas encore gâchée. Heureusement. Sinon, cela aurait pu m'empoisonner facilement. Mes mains tremblaient alors que je la débouchais. La vraie vision est dangereuse. Je jouais avec le destin en buvant ce liquide, car le monde regorgeait de chasseurs qui se désintégraient littéralement, se rendaient fous parce qu'ils ne pouvaient supporter la potion, et passaient le reste de leur vie dans des chambres souterraines capitonnées, luttant contre leurs démons intérieurs. « Si je perds connaissance, emmenez-moi dans un endroit chaud, murmurai-je. Si je refuse de marcher, forcez-moi à le faire. N'écoutez pas ce que je dis. Si je ne me réveille pas, envoyez chercher de l'aide. » J'attendis que Vladlen acquiesce, et ce n'est qu'alors que je pris une petite gorgée. Et cela faillit me renverser. Pratiquement immédiatement, un feu ardent se propagea dans tout mon corps. Je vacillais et je sentis que Ziva me soutenait. Ma vision commença à changer. Le monde commença à tourner, et mon esprit commença à filtrer tout ce qui n'était pas essentiel. Je devais réprimer de force l'envie de vomir. Chaque instant devenait de plus en plus insupportable. Peu à peu, je perdis la chaleur. Je sentais qu'un froid grandissant m'envahissait. Mais je regardais autour de moi avec une perspective complètement nouvelle. Je savais qu'à cet instant, mon visage affichait une expression totalement vide. J'espérais que la jeune fille s'éloignerait de moi, comme elle l'avait fait hier lorsque j'avais bu une potion bien plus faible que celle-ci. Mais elle ne le fit pas. Elle tremblait un peu, comme toute personne qui fait face à une force qu'elle ne peut comprendre. Au début, je ne vis rien, puis un petit éclat. Toujours soutenu par Ziva jusqu'à ce que je devienne complètement aveugle. Je me détournai d'elle et tombais à genoux. Je creusais dans la neige avec mes mains nues, jusqu'à ce que je trouve ce qui avait attiré mon attention. Ce n'était pas ma conscience qui l'avait découvert, mais la véritable vision. C'était une poupée, un tissu et morceaux, avec des cheveux longs, simples mais belles, comme Ziva. Mais Ziva, contrairement à cette poupée, n'avait pas le visage peint du sang d'une enfant. Plus tard, je vérifierai cela avec un test, mais à ce moment-là, dans le fond de mon être, je savais que ce sang avait un jour coulé dans les veines d'une petite fille, et que quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour réaliser ce dessin. Ce n'était pas l'œuvre d'un monstre maudit, d'un être humain. Si ça appartenait à la fille de Goran, alors ce n'est pas un loup-garou qui l'a tué, murmurai-je. Les loups-garous sont des créatures sans raison, assoiffées de sang, guidées par les instincts de leur malédiction. Mais ceci a été fait par quelqu'un avec un but, avec passion et un plaisir tordu. Un être humain. À ce moment-là, je perdis connaissance. La potion me submergea. Je me réveillai bien plus tard, trempé de sueur, après de longues heures de rêves fiévreux dans le lit. J'avais un linge froid sur le front, et la première chose que je vis fut le sourire de Ziva. J'étais de retour dans la chambre où j'avais passé la nuit. Vladlen a raconté aux autres ce que vous avez découvert. La plupart ne savent plus quoi croire. Vous les entendez? Ce sont tous des voisins, et ils sont en train de discuter. Le son d'une dispute parvint effectivement à mes oreilles. J'essayais de me redresser dans le lit, mais je me sentis nauséeux. J'étais sûr de reconnaître la voix de Goran, très en colère. « Je dois y aller, dis-je, avant qu'il croie dans les paroles d'un idiot mécontent. Aide-moi. » Je m'habillai avec soin, du moins le nécessaire.
et, m'appuyant sur la frêle jeune fille, je partis en direction de la taverne. La discussion s'arrêta immédiatement. Des dizaines de pères dieux se posèrent sur moi. Vladlen sauta immédiatement du banc pour m'aider, car Ziva peinait à supporter mon poids. « Goran, ta fille n'a pas été tuée par un loup-garou, » dis-je en regardant le villageois. « Peut-être que aucun de tes enfants n'a été tué par un loup-garou. » Cela ne sembla pas le convaincre. Il me regardait avec un mélange de peur et de colère dans les yeux. « Alors qui ?» dit l'un de ses voisins. « Un de vous, peut-être possédé par un démon maléfique, ou bien totalement conscient de ce qu'il faisait. Mais ce n'était pas un loup-garou. Il était assez intelligent pour cacher le dernier corps avant mon arrivée, parce qu'il savait que je pourrais le découvrir par les blessures. Et je vais le découvrir, je le jure. Et après, je le soumettrai au jugement de Dieu, car il ne mérite rien d'autre. Je vais vous appeler tous, un par un. Et personne ne pourra me mentir. » On me ramena dans ma chambre. Le salon tomba dans un silence total, et peu après, derrière moi, commença un murmure insistant. Je me laissai tomber dans le lit avec soulagement. Je savais que je devais avoir l'air terrible, les yeux profondément enfoncés et le visage mortellement pâle, tremblant comme un alcoolique. « Merci pour ton aide, Vladlen, » dis-je au vieil homme, lorsqu'il était déjà sur le seuil, en train de sortir de la chambre. Il se tourna vers moi et me montra son bandage. « De rien, monsieur, » répondit-il calmement. « Je crois qu'au final, vous avez réussi à les convaincre. » Épuisé, je me laissai tomber sur le lit. Je savais qu'au matin, je pourrais être utile. Dans le pire des cas, avec l'aide d'une potion plus faible. Je l'avais encore fait. Un autre voyage avec la véritable vision. Ziva m'aida à m'allonger. Elle me déshabilla car mes doigts ne m'obéissaient plus. Cependant, j'étais capable de penser un peu. À ce moment-là, si quelqu'un s'échappait pendant la nuit, ce serait le coupable. J'attendis qu'elle parte. Mais au lieu de cela, elle ôta sa chemise par la tête. Devant moi apparut son corps jeune et svelte. Et elle glissa dans mon lit pour tenir sa part du marché. Je ne protestais pas. J'étais fatigué et un peu confus, mais pas trop. Et c'est pourquoi j'acceptais volontiers tout ce qu'elle me proposait. C'est aussi une partie de la vie. Ne pas repousser les cadeaux qui arrivent, de manière inattendue. Je ne sais pas à quelle heure de la nuit je me suis réveillé, mais je sentis un vide à mes côtés. Elle avait dû partir pendant que je dormais. Pourtant, son odeur flottait encore dans l'air. Je me tournai de l'autre côté, me repliant davantage dans les couvertures, et je m'endormis à nouveau. Quelques heures plus tard, un bruit me réveilla, et ce n'était pas Ziva. Une des ombres était un peu plus sombre que les autres. Quelqu'un était dans la chambre, près de moi. Je sentis tous les poils de ma nuque se hérisser. Je le savais. Lentement, je cherchais le revolver sous l'oreiller. Il n'était pas là, bien sûr. Ziva s'était allongé près de moi, et pendant la nuit, j'étais trop déconcerté pour m'en soucier. Il était probablement resté dans la tête d'oreiller parmi mes vêtements, ou pire encore, il était déjà entre les mains de l'inconnu qui se trouvait avec moi. Bien que je doute que l'un des villageois sache comment l'utiliser, je devais attendre qu'il s'approche suffisamment. Il faisait si noir que je ne pouvais même pas dire s'il avait une arme. J'avais été un idiot terrible. Je pensais que le tueur fuirait. Au lieu de cela, il avait décidé de me tuer, et ainsi cacher la vérité. J'aurais dû le deviner. C'était logique, et je ne pouvais pas le lui reprocher. À ma place, j'aurais probablement fait de même. Je sentis, plus que je ne le sus, qu'il était tout près de moi quand je me jetai sur lui depuis le lit. Il ne s'y attendait pas. Il laissa échapper un faible gémissement, mais je sentis la lame aiguisée d'un couteau s'enfoncer profondément dans ma cuisse. Je le poussai loin de moi. Je profitai du moment de surprise et glissai hors du lit, cherchant l'endroit où, je l'espérais, se trouvaient mes vêtements, et avec eux, mon arme. Je faillis crier de joie en touchant le métal froid. Mais à ce moment-là, l'attaquant s'était déjà remis. Je n'eus même pas le temps de presser la détente avant qu'il ne se jette à nouveau sur moi. Il était plus fort, mais heureusement, il manquait d'agilité. Enfin, je parvins à appuyer sur la gâchette. Un éclair de poudre noire illumina la chambre. Je tirai à nouveau. Et encore. Je tirai contre son corps avec des balles d'argent jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Je sentais le sang couler le long de ma cuisse droite. Mon sang. Je me relevai prudemment. Des voix se faisaient entendre à l'extérieur. Ils avaient dû se réveiller avec les tirs. Je m'assis prudemment sur le lit. J'allumai une bougie. La lumière vacillante éclaira la pièce. Un des villageois gisait sur le sol. Je me souvenais vaguement avoir vu son visage à plusieurs reprises. La première fois, probablement à la taverne, lorsqu'il avait dit qu'il cherchait Mona dans les grottes. Il était mort, saigné à blanc à cause des nombreuses blessures. Je fis un bandage improvisé sur ma propre blessure, m'assurant que ce n'était pas trop grave, et la recouvris d'un onguent curatif. Ma jambe brûlait. Je sentais la plaie commencer à se refermer. Je n'arrivais pas à me retenir. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement et plusieurs villageois firent irruption, avec des fourches et des haches. Au début, je pensais qu'ils se jetteraient sur moi en voyant leurs voisins morts au sol. Et moi, avec le revolver dans la main, le canon capable d'infliger des blessures tant mortelles. Cela devait leur paraître étrange. Je ne lâchai pas l'arme. Ils pouvaient être ses complices.
S'il m'avait tué ainsi, le village aurait brûlé jusqu'aux fondations. C'était ma défense. Pourtant, je préférais expliquer, rapidement. C'est lui le tueur, dis-je entre mes dents. Il a essayé de me tuer pour cacher son crime, fouiller sa maison, chercher Mona, ou au moins son corps, chercher dans la cave et dans le grenier. Apportez-moi Ziva, vite. Je restais seul, je fouillais les poches du paysan, je trouvais de longues griffes en acier. Le loup-garou m'aurait donc tué. Ma mort aurait été une autre preuve de leur existence. Une pensée déplaisante. Mais je ne m'aventurais même pas à comprendre pourquoi il avait agi ainsi. C'était définitivement un humain ordinaire, pas contrôlé par une force sombre et mystérieuse. Je découvris son mobile bien plus tard, lorsque Vladlen et moi trouvâmes le corps de la pauvre Mona. Il suffisait de parcourir les grottes que ce même villageois avait promis de fouiller personnellement. En réalité, c'est là qu'il l'avait tué, comme tous les autres. Je ne suis pas sûr que la mort du frère de Ziva ait été un accident dont il s'était servi, ou s'il avait découvert son secret. La petite était fermement attachée, couverte de sang et de sperme. Elle ressemblait à une sculpture de glace, les yeux grands ouverts, regardant le vide. Je ne sais pas si elle était morte congelée avant, ou si elle avait souffert de terribles tortures, et je ne veux pas le savoir. Je n'avais jamais rien vu de pire. J'ai rencontré de nombreuses bêtes, j'ai lu sur d'autres encore plus terribles, mais aucune n'était aussi impitoyable et cruelle. Il devait être malade. Mais je passe un autre événement, tout aussi tragique. Le loup-garou qui aurait dû me tuer n'était autre que Ziva. Nous la trouvâmes aussi morte, là. Elle avait dû la tuer lorsqu'elle sortait de ma chambre. Bien des fois, je me suis dit que j'aurais dû la retenir. Mais à ce moment-là, je ne voyais tout simplement pas l'intérêt. Elle lui arracha toutes ses dents, elle les enterra, et dans les vides, elle posa des crocs de loup. Il semblait tout à fait naturel. Cela ne m'étonna pas que les villageois aient confondu. Et je suis sûr que si on l'avait trouvé près de mon cadavre déchiqueté, avec ses crocs, peut-être même avec une balle d'argent, tout aurait été évident. Lors de ces funérailles, je m'appuyais sur une canne pour ne pas trop solliciter ma jambe en convalescence, et je me demandais ce qui se serait passé si je n'étais pas sorti en courant de la chambre. J'avais réussi à convaincre les villageois qu'il n'y avait vraiment aucune raison de brûler les corps. Je suis sûr que Ziva a retrouvé son frère, la naïve fille du village. Pourtant, une seule larme coucha sur mon visage.